Quatrième épisode de cette série. Aujourd'hui, il va vraiment pas falloir se louper, on fabrique la fusée. Générique. Dans l'épisode précédent, on avait vu comment concevoir chaque système de la fusée. Aujourd'hui, on va fabriquer ces 10 systèmes et les faire valider par Planète Science. Je vous avais parlé des RCE3. C'est ces réunions qui sont organisées 3 fois dans l'année par Planète Science pour pouvoir discuter avec les étudiants de l'avancement de leur projet. À ce moment-là de l'histoire, on est à la RCE3, la dernière des réunions qui se déroule un mois avant le lancement officiel, le C-Space. Et normalement, c'est lors de cette réunion qu'on présente à Planète Science le résultat final, la fusée construite. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on n'est absolument pas prêt. On a bien quelques systèmes, quelques prototypes, qui pour certains d'ailleurs ont été validés à 100%. Mais de nombreux systèmes restent à valider, et quoi qu'il arrive, aucun sont réellement construits. Normalement, c'est rédhibitoire. Personne de Planète Science va valider une fusée qu'il n'a pas sous les yeux, qu'il ne peut pas manipuler, qu'il ne peut pas tester, qu'il ne peut pas valider. Mais je ne sais par quel miracle, les membres du projet qui participent à la fabrication de la fusée ont sorti leur meilleure performance et ont réussi à nous faire valider. Alors c'est une bonne nouvelle, on va pas repousser encore une fois le lancement d'un an, mais va falloir cravacher, il nous reste un mois pour absolument tout fabriquer. Donc on perd pas de temps. Étape numéro 5, la fabrication des systèmes mécaniques. Ce qui va nous aider à arriver avec une fusée entièrement construite au C-Space et pouvoir la faire décoller, c'est qu'on a toute la conception, donc la CAO, la conception assistée par ordinateur, déjà construite et déjà prête. C'est ce qu'on a fait dans l'épisode précédent. Maintenant, on divise les pièces qu'on a à fabriquer en deux types. Les pièces qui résistent à une forte contrainte qu'on va donner à un tourneur-fraiseur, dont c'est son métier de fabriquer ces pièces, et qui va nous les faire en aluminium. Et les autres, qui sont des pièces qui doivent résister à moins de contraintes, où on peut faire des économies et du coup les faire fabriquer en 3D. On a d'ailleurs 3 imprimantes dans le local, 2 Prusa i3 MK3 et une Bambu Lab. Il y a aussi un troisième type de pièces, c'est les pièces qui doivent résister à une certaine contrainte, mais qui sont compliquées à faire ou très onéreuses à faire en aluminium, notamment les équerres de la séparation. Et du coup, on les a imprimées en 3D, mais pas avec du PLA, mais avec du PLA tungstène, qui est un filament extrêmement résistant. Et je vous expliquais dans l'épisode 2, dans le budget, que c'était très important de bien se poser pour savoir ce qu'on avait besoin. Et d'ailleurs, ça va pas manquer. On a fait encore une fois là-dessus des dépenses inutiles, notamment une bague en aluminium pour maintenir le moteur des aérofreins, qui avait une forme pas possible. On a payé une blinde pour ça, donc encore une preuve de prenez le temps de bien faire le budget. Et une fois que toutes les pièces sont imprimées et qu'on a reçu les pièces usinées en aluminium, il ne nous reste plus qu'à tout assembler avec les moteurs et avec les consommables quelconques, donc les vis, les écrous et tout ça. Et en suivant les plans de la conception, c'est pas si compliqué, il faut juste s'appliquer pour pas faire des erreurs, mais ça va tout seul. Pour piloter tous les systèmes qu'on vient de construire, il ne nous reste donc plus qu'à fabriquer le système électronique de la fusée, l'ordinateur de bord qui va séquencer toutes les phases de vol. Dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué comment ça marchait, comment était l'architecture générale d'un système électronique qui gérait une fusée. Et ça suffisait pour une vulgarisation, l'épisode faisait déjà 20 minutes et je voulais pas rentrer plus dans les détails pour rallonger l'épisode, mais c'est quand même très important de comprendre comment est-ce qu'il est fabriqué. Et du coup, c'est pour ça qu'on va faire une autre étape. Étape numéro 6, le système électronique. Alors, juste une petite précision avant de commencer, je me suis fait engueuler lors des derniers épisodes, ce n'est pas le système électrique, mais électronique. Du coup, bon, on va abréger ça en système électrique, comme ça il n'y aura pas d'erreur. Bon, reprenons. Les 2 étages de la fusée étant indépendants, il va falloir faire 2 séquenceurs et 2 systèmes électriques différents. Le premier étage s'occupera de découpler la fusée, d'ouvrir ses aérofreins pour séparer les 2 étages, et le parachute du bas pour ne pas retomber comme une ogive. Et l'étage du haut s'occupera de valider la séparation des 2 étages, d'activer le moteur du haut si tout va bien, et d'ouvrir son parachute, encore une fois pour pas finir écrasé par terre. Ce sera peut-être plus clair si je vous explique avec un schéma. Commençons par l'étage du bas.
Le séquenceur est un Arduino Nano. On le contrôle sur le pas de tir via l'IHM, vous vous rappelez c'était l'interface homme-machine, qui est composée de LED et de boutons. L'allumage du premier moteur étant commandé à distance dans l'attente de lancement, le système électronique ne s'en occupe pas. Cependant, un câble jack attaché à la rampe de lancement est arraché pendant le décollage pour indiquer au séquenceur le début du vol. L'Arduino Nano déroule donc ses instructions, timé par un chrono interne, et en temps voulu, il commandera le servomoteur du système de parachute et les moteurs électriques des systèmes de séparation et d'aérofrein, via un pont H. Le séquenceur de l'étage du haut reprend beaucoup d'éléments de l'étage du bas, mais est différent sur beaucoup d'aspects. L'étage du haut reprend le même séquenceur, la même IHM et le même système de jack. Mais en plus, comporte des capteurs, comme des fins de course, un gyroscope ou un accéléromètre, et commandera en temps voulu l'allumage du moteur de l'étage du haut et l'activation du servomoteur pour les parachutes. Mais ne vous méprenez pas, même si les deux étages utilisent le même système de déclenchement pour le début du vol, ce sont bien deux jacks différents. Et maintenant que vous avez compris comment est fabriqué physiquement un séquenceur, on va s'attarder sur le code en lui-même. Comment est codé, comment se déroulent les phases de vol, le séquençage. Étape numéro 0, préparation au sol. Les deux séquenceurs sont armés, mais les jacks attachés à la rampe de lancement empêchent le décollage et le séquençage de vol. À cette étape, on peut contrôler le bon fonctionnement de chaque système via les boutons de l'IHM, comme le servomoteur pour les parachutes, l'allumage du moteur de l'étage du haut, les moteurs pour la séparation et les aérofreins. Les LED confirment la bonne initialisation et à ce moment-là, on se replie dans la tente de lancement en attendant le déclenchement de l'allumage. Étape numéro 1, le décollage. Lors du décollage, le jack de l'étage inférieur est arraché par la poussée du moteur, ce qui déclenche le début du séquençage, et idem pour l'étage du haut. Étape numéro 2, phase propulsive du premier étage. Le séquenceur attend que le moteur inférieur finisse de fournir la poussée principale, et l'électronique continue de surveiller l'état du coupleur, l'état des aérofreins, la stabilité de vol, et attend le moment de la séparation programmée par un timer interne. Étape numéro 3, la séparation des étages. À la fin de la combustion du premier étage, le séquenceur inférieur déclenche le découplage des deux étages et active ses aérofreins. Le séquenceur de l'étage supérieur, de son côté, vérifie grâce au capteur que la séparation s'est bien effectuée. Étape numéro 4, l'allumage du moteur supérieur. Une fois la séparation confirmée, l'étage supérieur procède à plusieurs vérifications avant l'allumage du deuxième moteur. Il vérifie la stabilité du vol pendant tout le long du décollage et l'état des capteurs fin de course de la séparation. Si tout est nominal, après un délai de sécurité, l'allumage s'active. Et dernière étape, étape numéro 5, ouverture des parachutes. Le séquenceur du bas après la séparation et le séquenceur du haut après la combustion du moteur ouvrent le parachute de chaque étage pour une redescente en douceur. Et normalement, à cette étape-là, on saute tous de joie, on récupère la fusée sans aucune égratignure, et on est tout content. Bon, j'espère qu'avec ces explications, vous avez un peu mieux compris comment marche cette boîte mystérieuse, cette boîte noire qu'il y a dans la fusée. Et mine de rien, ça va vite, mais avec cette dernière fabrication, on a fini tous les systèmes internes de la fusée. Donc passons à l'étape suivante. Étape numéro 7, l'assemblage final. Si vous avez bien retenu tout ce que j'ai dit depuis le début de cette série, vous savez que dans les systèmes extérieurs, il y a la coiffe, les ailerons et les supports d'ailerons. On va rajouter les parachutes, même si c'est pas explicitement à l'extérieur, ça va quand même à l'extérieur de la fusée pour la ralentir. Donc il nous reste 4 systèmes à fabriquer. Alors pas des systèmes mais plutôt des éléments. La coiffe, c'est le plus simple, c'est une pièce qu'on a imprimée en 3D. On l'a modélisée via la courbe de Von Karman, qui est un profil aérodynamique qui pénètre bien dans l'air, mieux que juste un cône simple. Donc c'est pas le plus compliqué. Passons maintenant au reste, et on va s'aider de tout ce qu'on a fait précédemment. Puisqu'on a fabriqué tous les systèmes en amont, on peut mesurer le poids qu'ils font. Et grâce à ça, recalculer le centre de masse de la fusée. Je vous rappelle, c'est très important parce que ça modifie le stabilisage. Et pour le reste, les parachutes et les aérofreins vont dépendre de ce stabilisage. Et c'est pour ça qu'il fallait surtout pas le faire avant. Donc à partir de là, il va falloir vérifier le stabilisage et s'assurer qu'il est bien fait. Commençons par les ailerons. Puisqu'on a les dimensions avec Stabilito, qui nous est donné par les 4 valeurs qui définissent un aileron, on peut les fabriquer.
Alors c'est vrai que je vous l'avais pas mentionné pendant la conception, mais il y a deux façons d'attacher les ailerons à la peau. Soit on les maintient par une accroche extérieure, soit on les accroche au bague moteur directement, mais du coup ça implique de faire des grandes entailles dans la peau pour les faire passer, ce qui fragilise la structure, mais est également un enfer à fabriquer. Et je vous le dis tout de suite, c'est infiniment plus simple de les attacher par l'extérieur que sur les bagues moteurs. C'est plus simple à changer, et en plus il y a beaucoup de casse lors de l'atterrissage, c'est les parties les plus fragiles de la fusée. Donc voilà, sans vous le dire, je pense que vous avez compris ce qu'on avait choisi. Pour fabriquer ces systèmes, on coupe une plaquette en aluminium aux bonnes dimensions, et on le plie à chaud sur un tube métallique au même diamètre que la fusée. Grâce à ça, on a la pièce qui épouse parfaitement les contours de son support, et il ne nous reste plus qu'à plier à 90 degrés les bords. Et pour les ailerons, c'est juste une forme en 2D. Donc à partir d'une plaque en métal, on a juste à l'usiner avec une CNC ou directement avec une scie. C'est pas le plus compliqué, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas quoi dire de plus, mais je vais rajouter quand même, revérifier le stoptrage. C'est très important, je vous le rabâche, je sais. Mais vérifiez-le. Pour les parachutes, on a encore une fois, dans le fichier Excel fourni par Planète Science, dans l'onglet Trajecto, toutes les informations nécessaires. On a juste besoin de respecter deux critères. La vitesse de descente de la fusée doit être compris entre 5 mètres par seconde et 15 mètres par seconde. Trop rapide et ça s'écraserait trop vite au sol, trop fort, et trop lente et la fusée dériverait avec les vents qu'il y a en altitude, beaucoup trop loin du pas de tir et ça serait un peu chiant. Et le deuxième critère, c'est que le parachute de l'étage du bas doit pouvoir supporter le poids des deux étages, au cas où il y a un problème et que la fusée ne se sépare pas correctement. Mais toujours rester dans cette limite de 5 à 15 mètres par seconde. Avec la forme du parachute prédéfinie, on obtient du coup ces dimensions, et à ce moment-là, on n'a plus qu'à faire un petit peu de couture. Finalement, il ne reste plus qu'à intégrer dans la peau, l'autre structure porteuse, dans notre cas, tous les systèmes qu'on a fait et fabriqués jusqu'à présent. Alors à ce moment-là, chacun sa méthode. Personnellement, dans l'association, on utilise des gabarits imprimés en 3D pour nous aider à aligner les trous et que tout soit bien ordonné. C'est plus joli, plus esthétique, plus pratique également, mais chacun sa méthode. Et enfin, il ne nous reste plus, pour finir la fabrication, qu'à découper les trappes dans la peau. Donc les trappes parachutes pour libérer les parachutes pendant le vol, et la trappe élec pour, j'espère, ne pas libérer l'électronique pendant le vol, mais qu'elle reste cette fois bien fermée. Il faut quand même y accéder. Et après tant de labeur en fait, à quoi elle ressemble la fusée? Eh bien, elle ressemble à ça. Si on récapitule, la fusée fait donc 2,50 m de haut pour environ 13 kg. Et c'est vrai que quand on la voit assemblée, ça a de la gueule quand même. À ce moment-là, on a une fusée finie et prête pour le décollage. Les membres du projet qui le pouvaient ont travaillé d'arrache-pied pendant 1 mois pour finir à temps. Il ne nous reste plus que quelques finitions par-ci par-là, quelques touches esthétiques, mais on est confiant sur notre création. Et c'est ainsi qu'en juillet 2023, on est parti pour la base militaire, pour la dernière étape de ce projet, le lancement.